Que par réseaux sociaux, et ça, on a zappé complètement. Ah oui, on met des démarches sur la deux. On a tout fait et puis personne ne l'a fait. Ouais. On a fait le constat ce soir. Bon, on va commencer la soirée, 19h30, il est 19h40. Laissez le temps à tout le monde d'arriver. Donc bonsoir à tous. Je vous accueille et je vais faire l'introduction de cette soirée qui est organisée par le collectif citoyen pour le climat et la justice sociale du Pays de Caux. C'est une soirée qu'on a appelée Demain dans ma commune. C'est la deuxième soirée qu'on organise. Alors, au niveau du collectif, le but de ces soirées-là, on a plusieurs objectifs au niveau du collectif, mais un de nos premiers objectifs, c'est bien de s'informer et d'informer sur l'urgence climatique. Un sujet très actuel, bien sûr, mais très complexe, et donc c'est important vraiment de creuser, de comprendre. Donc le premier objectif, c'est ça, c'est bien d'informer, de nous informer nous-mêmes, même nous les militants pour le climat qui elles ont déjà pris conscience en fait de l'urgence climatique, mais aussi informer et sensibiliser nos concitoyens, nos voisins, etc. Le deuxième but de ce travail un peu d'information, c'est aussi je ne sais pas trop comment dire, mais c'est un peu de s'entraider, d'un peu de faire corps autour de la question de l'urgence climatique, qui est quand même un sujet hautement angoissant. Et le fait d'en parler ensemble, ça peut quand même aider à faire, pour moi c'est comme ça que je le vois, à faire un peu front commun. Autre objectif de cette soirée, donc on a appelé ces soirées Demain dans ma commune, c'est de réfléchir ensemble et de faire émerger des idées de projets locaux. Qu'est-ce qu'on peut faire nous dans nos communes, dans nos territoires, justement pour contrer l'urgence climatique, pour atténuer le changement climatique, pour s'adapter, tous ces sujets-là qui sont très importants. Et voilà. Et aussi, autre objectif très actuel, c'est qu'on a des élections municipales dans 3 mois. C'est un mandat qui serait important, et donc en tant que militant pour le climat, c'est aussi important de faire ces soirées d'information pour aussi avoir les arguments et aller voir les candidats, les futurs élus, pour les interpeller sur ces sujets et amorcer des réflexions locales. Qu'est-ce qu'on fait demain par rapport au changement climatique? Voilà le contexte. On pourra redire 2 mots du collectif éventuellement après la soirée. Donc ce soir, le thème, c'est de présenter le scénario négawatt de transition énergétique. Donc qui dit climat dit énergie. Alors c'est pas forcément synonyme, mais c'est quand même très lié. Donc le scénario négawatt, je vais laisser la présentation après à expliquer ce que c'est, mais donc c'est un scénario qui est très intéressant en termes de présentation des enjeux d'énergie en lien avec le changement climatique. Donc c'est Laurent Ouvrard qui nous fait la présentation ce soir. Je te laisse te présenter. Et donc le déroulé, c'est Laurent a une présentation d'1 heure environ. Donc on le laisse nous présenter ce scénario. Vous gardez vos questions pour après, s'il y en a des questions, s'il y a des questions techniques, etc., on les garde pour après, et après on prend le temps d'échanger, et s'il y a des questions, etc. Voilà. Laurent, je te laisse la main. Merci Mathieu. Alors je sers de cobaye ce soir avec le micro. Ça sert peut-être dans d'autres occasions. Alors c'est pas certain que ça soit nécessaire absolument parce que la salle est petite, mais on va continuer avec ça. Est-ce que tout le monde entend bien? Oui. Oh, oui, même trop bien. C'est un peu fort. Ouais. Bon, on va essayer comme ça, et si ça pose problème, n'hésitez pas à me le dire. Donc je m'appelle Laurent Ouvrard et j'habite sur Vaudy, ici à 300 mètres d'ici. J'ai proposé de présenter le scénario négawatt, qui est un des scénarios existants pour la France sur la transition énergétique, donc c'est pas le seul. Mais en tout cas, il a été, très rapidement, je vous fais ça en introduction, il a été monté par une association que je vais présenter très rapidement qui s'appelle Négawatt. J'en suis adhérent, et en tant qu'adhérent, on peut aussi se proposer pour être ce qu'on appelle un ambassadeur de ce scénario.
Donc on a des formations pour expliquer un petit peu les hypothèses, etc. de ce scénario, parce qu'il y a beaucoup d'hypothèses qui sont prises pour monter ce type d'histoire. Et donc, en tant qu'ambassadeur, c'est ce soir ma deuxième présentation en 4 ans en Normandie. Autant dire qu'il n'y a aucune demande en Normandie. Il y en a beaucoup dans le sud de la France, en Bretagne, mais en Normandie, il n'y en a pas. Ne me demandez pas pourquoi, mais en tout cas, c'est le cas. Donc, c'est ma deuxième présentation ce soir. Je ne fais pas partie des scénaristes, donc ils sont une quinzaine ou une vingtaine de cette association à avoir travaillé sur ça depuis maintenant plus de 15 ans. Donc, c'est en cela, je vous dis ça parce que, pour le coup, s'il y a des questions très techniques, ou qui portent sur des hypothèses précises, je n'aurai pas forcément les réponses. Parce que c'est des milliers d'hypothèses qui sont prises dans des tableurs, et donc pour les connaître par cœur, il faut travailler dessus. Et enfin, c'est aussi pour ça qu'on vous propose pour ce soir un prix libre pour ceux qui ont trouvé ça intéressant et qui ont envie de faire vivre l'association Négawatt. Il est possible de donc, adhérer ou donner un don à cette association. C'est clairement pour l'association Négawatt. Ça n'est pas pour moi ni pour le collectif, ça n'est que pour cette association, clairement. Et ça, donc c'est au choix de chacun, ça peut être 0, ça peut être 10, ça peut être 50, c'est vraiment à votre bon vouloir. Ça, voilà pour le début. 2 points majeurs pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet de ce scénario. Il est aujourd'hui, c'est la 4e version qui est sortie en 2017. Donc année après année, les hypothèses évoluent, s'affinent, mais aussi le contexte change tout simplement. Donc tout ça est repassé à la moulinette pour affiner le scénario en termes de trajectoire jusqu'à 2050. Il faut absolument garder en tête 2 choses, au moins en tout cas par rapport à ce scénario, c'est que 1, pour aboutir à une neutralité carbone qu'il propose pour 2050, et en suivant la trajectoire qui est proposée, il n'y a aucun besoin de rupture technologique. C'est très important à garder en tête, ça veut dire qu'on se base uniquement sur les savoir-faire d'aujourd'hui. Que ce soit dans la production énergétique, dans la rénovation du bâtiment, dans la mobilité, on n'a aucun besoin d'inventer des nouvelles technologies pour pouvoir parvenir à cette neutralité carbone et en tout cas au fait de rester en dessous des 2 degrés de réchauffement. Donc, ça implique une chose, c'est que on n'a pas besoin de prévoir des milliards d'investissements dans la recherche et l'innovation. Ok ? C'est fondamental à bien garder en tête. Un deuxième point, c'est que tout ce scénario tient quand même sur un phénomène fondamental qui est ce qu'on appelle, enfin ce qu'ils ont appelé la sobriété et l'efficacité énergétique. Donc grosso modo, lors du débat sur la transition énergétique qui a eu lieu en 2012, il y a eu 12 scénarios présentés au niveau de l'État pour dire ben voilà ce qu'on pourrait proposer comme transition énergétique. Et sur les 12, seuls Négawatt arrivaient en 2050 à être même moins en termes d'émissions carbone que ce que la France s'était engagée à faire dans les traités internationaux. C'est-à-dire que les 11 autres étaient au-dessus, considérant qu'on ne peut pas changer de modèle, qu'on doit continuer à consommer, qu'il faut être tout électrique ou moins ou machin, mais qu'en tout cas, par leur proposition, on n'arrivait pas à diminuer nos émissions de gaz à effet de serre dans la mesure dont on a besoin pour limiter à un réchauffement de 2 degrés. Et le seul moyen d'y arriver, en tout cas via le scénario Négawatt, c'est d'appliquer sobriété et efficacité énergétique dans tous les domaines de la société. On en a parlé il y a 1 mois dans le domaine agricole, mais c'est dans le domaine du bâtiment, dans le domaine de la mobilité, dans le domaine, enfin, etc., etc. Donc ce sont des phénomènes absolument à garder aussi en tête. Et clairement, autant la première chose, je vous ai dit, il n'y a pas de rupture technologique, donc ça veut dire que la techno, on l'a dans tous les domaines, donc il n'y a pas de complexité là. Par contre, dans la sobriété, là, il y a de la complexité parce que ça veut dire changement de comportement. Pour vous, moi, collectivement, individuellement, c'est vraiment des changements de comportement et des changements d'organisation de la société, quoi, grosso modo. Et donc là, ça peut présenter de réels problèmes. Un réel problème pour y arriver, en tout cas. Donc, sobriété et efficacité, hein, grosso modo, ça veut dire quoi? Ça veut dire consommer moins, mais mieux. Donc c'est une autre manière de le dire.
La présentation en tant que telle est très longue. Elle peut durer 2 heures, 3 heures, etc. Donc je vais aussi sauter des diapos. Ne soyez pas choqués par ça, mais c'est qu'à un moment donné, on est obligé d'en sauter, sinon on n'y arrive pas. Et donc, voilà pour l'introduction la plus rapide que j'ai pu faire. Donc Negawatt existe depuis 2001. C'est un ensemble d'ingénieurs, thermiciens, de sociologues, de psychologues même, d'architectes, etc. Parce que cette transition, elle fait intervenir aussi bien les aspects techniques que sociaux. Donc tous ces gens ont travaillé ensemble pour justement proposer des alternatives qui permettent de lutter contre, entre autres, le réchauffement climatique. Alors, le contexte, je vais le passer assez rapidement, mais je pense que c'est quand même important de redire et répéter les enjeux auxquels on fait face, même si tout le monde est là parce qu'on pense qu'on est là pour notamment le réchauffement climatique, et c'est une réalité. En l'occurrence, on est plutôt sur des trajectoires de réchauffement climatique qui sont aujourd'hui, dans notre modèle, pas très bons, hein, comme chacun l'entend tous les jours. Et donc on émet toujours beaucoup de dioxyde de carbone, entre autres, mais de gaz à effet de serre en général, qui nous amènent à des trajectoires de réchauffement d'ici la fin du siècle, qui pourraient atteindre 5 degrés, et même maintenant on entend parler de même plus que ça. Donc, et le petit point que vous voyez au milieu, c'est qu'on est plutôt sur cette trajectoire-là. Et on pourrait inverser cette trajectoire, entre autres avec un scénario du type Negawatt. Mais en tout cas, il y a un enjeu là majeur. Mais il ne faut pas non plus oublier l'enjeu majeur des ressources. Alors, on a l'urgence du réchauffement climatique, mais le scénario de Negawatt dit aussi qu'en fait, même s'il n'y avait pas ce réchauffement climatique, on a aussi un enjeu de ressources. Et que même avec cet enjeu-là, on n'aura pas le choix que de changer de modèle. Alors, est-ce que ça serait plus tard ou même dès maintenant? Ça, c'est une autre question. Mais les ressources, c'est le pétrole, le charbon, enfin tout ce qui ne se reproduit pas facilement. Les minerais type le cuivre. Le cuivre, c'est un des minerais dont on va avoir le plus besoin dans les années à venir. Et c'est tout ce qui fait nos câbles électriques, entre autres, et plein de choses dans la vie courante. Donc il y a vraiment des enjeux à ce niveau-là. Donc les deux sont à garder en tête, sachant que l'urgence au niveau survie, on va dire, est clairement le réchauffement climatique dans les années à venir. C'est-à-dire que si demain on n'a plus de pétrole, il y aura peut-être des vies perdues à cause de ça, on va pas dire le contraire, mais ça sera peut-être moins grave que si il y a le réchauffement à 7 ou 8 degrés. Et donc, un des enjeux notamment, et les deux sont mêlés, c'est qu'on sait qu'on doit arrêter le pétrole, le charbon, ou le limiter fortement et rapidement. Or, il en reste énormément dans la côte terrestre. Bien trop. Même si on a atteint le pic pétrolier ou le pic du pétrole conventionnel, il faut qu'on laisse, bon en allant, 20% de ce qu'on connaît dans la côte terrestre. Donc ça, c'est un enjeu majeur dans le modèle économique sur lequel on vit aujourd'hui. D'accord ? C'est-à-dire qu'on doit, en toute connaissance de cause, dire on sait qu'il est là, le pétrole, mais on ne va pas aller le chercher. En tout cas, on ne va pas aller le brûler. D'accord ? Comme le charbon et comme le gaz naturel. Il y a un enjeu aussi, globalement, dans le scénario de Negawatt qui est pris en compte. Alors là, du nucléaire, qui est nommé, mais plus globalement, le nucléaire, c'est lié aux ressources, l'uranium. Donc c'est la même chose que le pétrole ou le charbon, en termes de ressources non infinies, mais aussi de sécurité et de danger industriel éventuel. Donc on l'a au niveau du pétrole, mais on l'a aussi au niveau du nucléaire en l'occurrence. Donc, pour dire qu'il y a vraiment un certain nombre d'enjeux vraiment importants, contre lesquels on doit se relever les manches si on veut lutter contre. On pourrait se dire que la précarité énergétique, on s'en fout et c'est pas grave, et puis ceux qui sont en précarité, c'est comme ça. Le scénario Negawatt prend vraiment en compte aussi cet aspect-là. L'aspect social, il est aussi important en l'occurrence, très important. Alors là, je saute, mais grosso modo, ces notions-là, c'est pour dire, en disant la transition énergétique a démarré, c'est pour poser un constat que depuis 2009-2008, en Europe, lié à la crise économique, entre autres, mais seulement entre autres, on a eu une stabilisation de la consommation, notamment électrique. Mais c'est entre autres parce qu'il y a aussi eu des politiques volontaristes pour vraiment jouer sur l'efficacité énergétique des appareils qu'on utilise tous les jours, mais aussi au niveau des véhicules, même si on a entendu plusieurs scandales, etc. Mais ça n'empêche qu'il y a une stabilisation des consommations.
Et de plus, l'investissement global dans le monde sur les énergies renouvelables est bien plus important aujourd'hui qu'il y a 10 ans ou 20 ans. Donc il y a clairement des choses qui sont en cours. Dans tous les pays du monde, ou presque, la question c'est, est-ce que ça va assez vite? Est-ce que c'est suffisant? Évidemment, la réponse c'est que non, puisqu'on est toujours sur une trajectoire qui n'est nettement pas suffisante pour ralentir le réchauffement climatique. Donc il y a quand même une problématique importante, mais c'est pour quand même dire qu'il y a une dynamique qui a commencé à se mettre en place. Insuffisante, j'insiste. Alors je vais passer quelques minutes sur des notions d'énergie, parce que sans avoir ces notions, souvent, on ne comprend pas vraiment les enjeux. Alors je vais essayer d'être le plus rapide possible, quand même, pour ne pas passer le plus de temps là-dedans. Dans l'énergie, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a des ressources qui existent quelque part, que ce soit le pétrole, le vent, ou le charbon, ou le soleil. C'est ce qu'on appelle l'énergie primaire. Et cette énergie primaire, on doit la transporter, transformer, etc., pour arriver jusque là, en termes d'éclairage, ou là, en termes de chauffage. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'énergie utile. Et entre les deux, on perd d'énergie parce qu'il faut qu'on une bûche de bois, avant de l'avoir, vous allez aller couper des arbres dans la forêt, vous allez les tronçonner, vous allez le transporter avec un camion jusqu'à chez vous, etc. Et entre les deux, il y a de la perte. Et ça, il n'y a pas de miracle. Quel que soit le moyen de production, c'est la même chose. Qu'il soit éolien ou nucléaire, on a la même problématique partout. Donc l'enjeu de la transition énergétique, c'est de dire qu'il faut absolument déjà aussi limiter les effets de perte à la production, etc., etc., pour améliorer l'efficacité énergétique. Okay, et en tout cas, avec un but, c'est que l'énergie utile, celle qui nous chauffe, qui nous nourrit, qui nous habille, etc., soit toujours là, parce qu'on a toujours besoin de se chauffer, de s'éclairer, etc. Et le scénario négawatt va dans ce sens-là, c'est quels sont nos besoins fondamentaux, mais pour garder aussi un niveau de confort qui soit compatible avec celui qu'on a aujourd'hui, voire à l'améliorer. Donc aujourd'hui, en 2015, c'est pas une surprise pour vous, on a 50% les sources primaires, c'est du fossile, 40% c'est du nucléaire et seulement 10% du renouvelable. Le renouvelable a légèrement augmenté depuis 2015, mais on va dire que ça reste à peu près dans les mêmes grandeurs, donc il n'y a pas beaucoup de changements à ce niveau-là. Et dans les usages finaux, 50% de toute cette énergie primaire allait pour la chaleur, 35% pour la mobilité et 15% pour ce qu'on appelle l'électricité spécifique. C'est-à-dire pour tout ce que vous ne pouvez pas utiliser autrement que l'électricité. Ça, là, les lampes, vous n'aurez pas d'autre chose que de l'électricité pour les faire fonctionner. D'accord ? Un ordinateur, c'est pareil. Donc ça, les réfrigérateurs, c'est pareil. Donc vous avez cette électricité spécifique qui reste. Entre les deux, on a ce qu'on appelle les vecteurs. Donc le vecteur, c'est la bûche de bois, c'est votre pétrole que vous allez chercher à votre pompe à essence, c'est le charbon, c'est l'électricité qui sort de la centrale nucléaire, par exemple, etc. Donc les câbles. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les vecteurs. Et donc dans la transition énergétique, en fait, il va falloir jouer sur les trois aspects. Systématiquement, en tout cas, y réfléchir. Et puis dans tous ces modes-là, on a des pertes. Alors là, il y a une chose intéressante. Ah oui, c'est vrai que j'ai un petit machin là. Il est là. C'est lequel? Le petit bouton orange. C'est marqué laser. Ah oui, c'est ça. Ouais. Ah, c'est top, ça. Donc, je vous le dis, pour n'importe quel système, il y aura des pertes, quoi qu'il arrive. Maintenant, ce qu'il faut regarder, c'est les pertes, si on peut les limiter. Là, vous avez une flèche absolument énorme, mais qui est physique, qu'on ne peut pas éviter, c'est qu'il y a un énorme pourcentage de pertes au niveau des centrales nucléaires. Il y en a aussi ici, dans les centrales qui transforment le pétrole, le charbon, etc. Il y en a. Et là, on arrive à 66%. 66% de l'énergie primaire injectée, elle est aujourd'hui perdue en chaleur. Et c'est le système qui le veut, on ne peut pas le changer. Donc la question c'est, si on veut, est-ce que c'est une des raisons qui fait qu'on pourrait décider de l'arrêt du nucléaire parce que les pertes sont tellement énormes que l'efficacité du système il est vraiment bas. Et donc pour une transition énergétique qui soit correcte, il y aura peut-être un levier à ce niveau-là. Je dis bien peut-être. Donc la démarche négawatt, pour finir là-dessus, sobriété, efficacité renouvelable, qui sont les trois moyens à mettre en œuvre pour
arriver à une société viable, non émettrice, ou très peu émettrice en tout cas, de gaz à effet de serre, d'ici 2050. Et donc la sobriété, la définition, c'est prioriser les besoins énergétiques essentiels, on va y revenir. Efficacité, c'est réduire la quantité d'énergie tout en gardant le même service. Exemple, réfrigérateur, pour garder votre nourriture. Un réfrigérateur d'il y a 40 ans consomme bien plus d'énergie électrique qu'un réfrigérateur d'aujourd'hui. D'accord ? Et pourtant, il vous fournit le même service, des fois même plus. Même des choses, des fois, qui ne sont pas nécessaires. Donc avoir un réfrigérateur dit américain, est-ce que c'est nécessaire ? Avoir... donc là, c'est de la sobriété aussi, hein, c'est un mélange des deux. Mais en tout cas, voilà, le fait d'avoir beaucoup moins d'énergie à fournir pour le même besoin, c'est ce qu'on appelle l'efficacité. Et puis le renouvelable, eh ben, c'est de dire, pour tous les besoins qu'on a, une fois qu'on a appliqué sobriété et efficacité, eh bien, on a le potentiel en France pour produire de manière renouvelable l'électricité comme la chaleur dont on a besoin pour notre société. Alors ce qui est évident, c'est que aussi dans ce modèle-là, un scénario, c'est que on ne pourra pas y arriver sans régulation. Autrement dit, ce qu'on appelle vulgairement dans les médias l'écologie punitive. Donc ce mot-là est peut-être pas le meilleur pour encourager les gens à passer dans la transition énergétique citoyenne, mais ça serait plutôt de dire il faut effectivement une régulation. Si on laisse, entre guillemets, le marché libre et efficace gérer tout ça, en fait, on pense que ça ne marchera pas. On doit obliger la réduction de vitesse sur les routes, on doit obliger la rénovation des bâtiments, etc., etc. Mais après, il faut mettre les conditions pour y arriver. C'est-à-dire que dire vous êtes obligé de rénover votre maison parce que vous la vendez, s'il n'y a pas d'aide derrière, ça va être compliqué, quoi. D'accord ? Mais en tout cas, il y a un système dont l'État doit être le leader, on va dire, pour après être décliné dans les territoires, entre des obligations et des interdictions. Et ça, c'est clairement un discours qui va à l'encontre du modèle économique d'aujourd'hui, enfin qui date de quelques décennies, quoi, où l'État doit disparaître et on doit absolument laisser faire le marché. Et donc là, Negawatt va clairement à l'encontre de ça. En tout cas pour la partie qui concerne la mise en place de la transition. Donc il y a l'idée, alors cette image, en général, fait bien sourire, mais à juste titre. Hein. Donc oui, hein, vous pouvez mettre un escalator de 2 mètres alors qu'il y a des escaliers, quoi. Hein. Bon, après, il peut y avoir des systèmes pour les personnes handicapées, mais on en connaît qui n'utilisent pas d'énergie. Et là, c'est consommateur d'énergie, quoi. C'est pour ça que ça fait rigoler. Alors évidemment, après... Mais tout ça, hein, ça, c'est dans la sobriété, l'efficacité et les comportements. Et là, les comportements jouent un rôle majeur là-dedans. Alors, il y a 3 types de sobriété. Il y a ce qu'on appelle la sobriété dimensionnelle. Est-ce qu'on a besoin d'une voiture qui pèse 1 tonne pour transporter une personne qui fait 70 kg? Est-ce qu'on a besoin d'une maison de 400 mètres carrés pour 2 personnes qu'il va falloir chauffer, alors que peut-être que 90, 50 peut suffire à ces 2 personnes? Et il y aura besoin de beaucoup moins chauffer. Je peux prendre des exemples schématiques parfois, mais c'est pour vraiment montrer ces aspects-là. Il y a la sobriété d'usage. Donc là, grosso modo, qui n'a jamais laissé allumer sa télé dans une pièce où il n'y a personne pour la regarder? Donc je pense que tout le monde l'a fait, donc. Ouais. Donc typique, d'accord? Mais typique des veilles. Les veilles cumulées en France font fonctionner à elles seules 2 réacteurs nucléaires. Et parce qu'on ne les voit pas, ou mal, ou on n'y pense pas, ou il faut un interrupteur, enfin, etc. Mais en tout cas, ce sont des exemples, hein, encore une fois. Et la fameuse vitesse. Alors, sur autoroute, parce que plus on va vite, plus on émet, donc c'est là où il y a une chose à faire. Mais même sur les routes secondaires, en l'occurrence. La réduction de vitesse par les automobiles à pétrole, forcément a un impact direct sur les émissions de carbone. Et il y a ce que Negawatt a appelé la sobriété coopérative, justement partager avec son voisin une tronçonneuse par exemple, mais aussi faire de l'habitat collectif. Il y en a de plus en plus en France, les transports en commun, etc. Forcément, 50 personnes qui prennent le bus, à ce niveau-là, c'est mieux que 50 personnes qui prennent leur véhicule individuel.
Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Donc là, c'est encore un exemple. Des bâtiments hyper mal isolés. Et là, c'est une photo prise à Marseille de mémoire, avec du simple vitrage. Et on balance la clim, et qui fait aussi le chauffage l'hiver, etc. Mais avec une isolation qui est catastrophique. Donc en fait, on produit une énergie dont on a besoin à l'intérieur, alors qu'on la perd à travers nos parois. Au niveau de l'efficacité, il y a 4 niveaux. Efficacité de la construction et de la fabrication. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'énergie grise, grosso modo. Au niveau industriel, pour fabriquer des tôles, pour fabriquer des vêtements, etc. Eh bien, là, il y a des enjeux d'amélioration de l'efficacité du process industriel. D'accord ? Donc là, on peut largement optimiser, encore une fois, les efforts au niveau de cette efficacité-là. Il faut quand même noter que depuis 30 ans, c'est quand même le domaine industriel qui a fait les plus gros efforts en termes d'efficacité énergétique. Pour une bonne raison, c'est que les prix de l'énergie ont augmenté. Et donc, ils ont eu des enjeux économiques pour vraiment faire attention à ça. Donc, c'est pas le plus mauvais élève en France sur ces aspects-là. On a tendance à les attaquer, alors des fois, c'est légitime, hein, mais parfois, en fait, sur ces aspects-là, ils n'ont pas été les plus mauvais. Efficacité de l'utilisation, pardon. Donc là, oui, l'isolation des bâtiments, hein, c'est le truc dont on parle depuis longtemps et qui est bien connu. Un bâtiment qui n'est pas isolé va consommer bien plus d'énergie qu'un bâtiment isolé, parce que vous avez besoin de vous chauffer à l'intérieur. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas d'ambiguïté sur le fait qu'un bâtiment isolé dès le départ, c'est bien plus rentable en termes d'investissement et en termes d'exploitation, sur les 20 ans, 30 ans, 50 ans ou 100 ans qu'il va vivre, qu'un bâtiment qui n'est pas isolé, qu'il faut isoler 30 ans après. Ça n'a pas trop de sens. Mais on est quand même dans ce modèle-là en France aujourd'hui. L'efficacité d'appareillage, donc ça c'est l'énergie finale, donc votre téléviseur, votre réfrigérateur, etc. J'y reviens pas, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, eh bien on peut consommer bien moins d'énergie aujourd'hui qu'il y a 30 ans avec des appareils qui font le même besoin, qui remplissent le même besoin. Donc les fameuses étiquettes, là, ça a eu un impact considérable en Europe, en fait, hein, vraiment. Donc aujourd'hui, évidemment, c'est interdit quasiment de vendre des appareils de ce type-là en France, mais on peut encore en trouver en B notamment, ou C selon le cas. Mais il y a un intérêt clair à aller sur A ou A+, ou A++, pour des questions énergétiques. Je reviens vraiment sur la question énergétique. Et puis enfin, l'efficacité du système productif. On consomme par exemple énormément de pétrole pour raffiner notre pétrole. D'accord ? Alors, il n'y a pas de miracle, hein, il faut. Mais il y a là aussi d'énormes marges d'amélioration à ce niveau-là. Et là, par exemple, le développement de la cogénération, c'est un autre cas. C'est-à-dire, vous avez une chaufferie bois, vous pouvez aussi produire, grâce à la chaleur, de l'électricité qui peut être utilisée localement ou injectée sur le réseau. Donc c'est encore une optimisation de l'installation. Juste un terme intéressant. On parle donc de 2 types d'énergie, qui sont les énergies de stock et les énergies de flux. Le stock, c'est celle qui n'est pas renouvelable. Une fois que vous avez pris un litre de pétrole et brûlé, il va falloir attendre des millions d'années avant qu'il y en ait d'autres. L'énergie